La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce mardi 14 janvier 2025, dont voici les titres. La volonté exprimée par l'État du Sénégal concernant l'augmentation de la production du sucre en élargissant les industries, une nouvelle bien accueillie par le vice-président de l'ASCOSEN. Selon Mohamed Cissé, il s'agit là d'une demande sociale qui pourrait permettre d'assurer l'approvisionnement en quantité suffisante. Ses propos dans cette édition. Trouver de l'eau, un véritable calvaire plutôt pour les habitants de Kahen, une commune située dans le département de Koupentoun à Tambacounda. La population soutenue par son maire tire la sonnette d'alarme et menace de passer à la vitesse supérieure si rien n'est fait dans les meilleurs délais. Célébrer la 145e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye dans les meilleures conditions, un défi que souhaite relever le gouverneur de la région de Dakar. Il en a donné l'assurance devant le comité d'organisation qui s'est réuni hier dans le cadre des préparatifs de ce grand événement religieux. Les détails, ce sera dans cette édition que nous allons développer juste après ceci. Bonsoir, fidèles téléspectateurs de GTV. Augmenter la production du sucre en augmentant deux industries au Sénégal, c'est le souhait de l'État du Sénégal. Une demande sociale selon Mohamed Cissé, président de l'ASCOSEN, et qui déclare aussi que la compagnie sucrière sénégalaise n'a pas le monopole pour garantir l'approvisionnement en sucre au Sénégal. Ainsi, en tant que représentant des consommateurs, il se réjouit de cette décision. Cependant, il appelle les industriels, il les invite plutôt à assurer la qualité et la quantité à un prix abordable. Mohamed Cissé, vice-président de l'ASCOSEN, que je vous propose d'écouter au téléphone de Ndelenjay. Aujourd'hui, il n'y a pas de monopole de sucre au Sénégal. Il manquait tout simplement des industriels qui veulent cultiver la canne en vue de la transformer en sucre. Nous sommes heureux en tant que défenseurs de consommateurs de constater qu'il y aura deux industriels implantés au Sénégal. En plus de l'unité d'industriels de la compagnie sucrière sénégalaise, nous en aurons trois. Donc, le gap qui était de 60 à 70 000 tonnes qu'on importait, nous n'allons plus le faire et nous serons autosuffisants en sucre. En tant que défenseur de consommateurs, nous invitons quand même ces industriels à venir très vite nous produire des sucres de qualité et à des prix défiant toute concurrence. Parce que si on se réfère à l'international coûte moins cher par rapport à la production locale que nous avons ici. Donc, venez vite, sucre de qualité, d'une manière abondante et à un juste prix. Les habitants de la commune de Kahen dans le département de Koupentoun à Tambacounda font face à un véritable problème d'eau depuis le 6 octobre dernier. Une situation causée par le tarissement du forage et des puits de la localité. Les habitants de cette localité sont donc obligés de faire des centaines de kilomètres pour se procurer le liquide précieux. Le maire de la localité est monté au créneau pour lancer une alerte auprès des autorités, tandis que les populations menacent d'organiser une marche de protestation. Suivons les propos de Mamadi Thiam, maire de Kayen, au micro de notre correspondant à Tambacounda, Amadou Diallo. Depuis le 6 octobre passé, un problème d'eau lié au forage qui est en panne. Dans un premier temps, on pensait que c'est un problème de moteur ou bien de pompe, mais après vérification, ils ont trouvé que c'est la nappe qui est tarie. Et on a constaté carrément qu'il fallait avoir un nouveau puits et aussi un nouveau château d'eau. C'est ce qui a constitué véritablement le problème aujourd'hui à Cayenne. Depuis que vraiment cet incident est arrivé, les populations souffrent et les populations sont dans des difficultés d'obtention de ce liquide précieux. C'est ainsi qu'ils vont dans des villages environnants avec les difficultés et aussi les problèmes de la SOSES qui a toujours, en tout cas, souligné des pannes de carburant.
ce que nous ne comprenons pas. Hormis les pannes de carburant, nous avons eu ce problème ponctuel au niveau de Cayenne. Et nous nous sommes dit qu'il était important de faire alerter pour que ces situations soient dépassées. Et pour un premier temps, nous, collectivités territoriales, on a cherché à réparer les 2 puits qui étaient dans le village pour que les populations puissent avoir de l'eau avec ces 2 puits. Mais nous avons lancé vraiment un cri de cœur auprès des autorités, les plus hautes autorités de ce pays, à savoir son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son Premier ministre, M. Ousmane Sonko, ainsi que le ministre de l'Hydraulique, c'est-à-dire M. Cheikh Tidiane Dièye, pour qu'ils nous viennent en aide. Parce que un atelier de prévalidation du référentiel de l'Observatoire de la gouvernance démocratique et politique est organisé ce mardi 14 janvier par le collectif des organisations de la société civile pour les élections. Cela entre dans le cadre de la consolidation démocratique et de la préservation de la stabilité sociopolitique au Sénégal. Selon Moundiaye Cissé, président du COSC, il faut penser à mettre en place nos propres indices de gouvernance. Ces propos au micro d'Amsatou Gano. Avec un nouveau régime qui a manifesté une volonté d'améliorer la gouvernance. Mais dans ce processus-là, la société civile a un rôle prépondérant à jouer. D'abord, tous les outils de gouvernance, tous les instruments de mesure de gouvernance, que ce soit de la gouvernance démocratique, que ce soit de la gouvernance économique, ces outils-là nous viennent en général de l'extérieur. Vous entendez parler de l'index Mo Ibrahim, vous entendez parler de l'index de la corruption, vous entendez parler de l'enquête sur le budget ouvert, etc. C'est des outils qui nous viennent d'ailleurs. Quand vous prenez l'index Mo Ibrahim, ça nous vient de l'extérieur. Quand vous prenez l'enquête sur le budget ouvert porté par International Budget, ça nous vient également de l'extérieur. L'index de perception de la corruption, ça nous vient de l'extérieur. Nous devons aller vers l'endogénisation de nos outils, nos instruments de mesure de la gouvernance. C'est ça qui a motivé le COS. Pour dire, oui, ces outils-là, c'est bien, mais nous devons avoir des outils qui nous sont propres. Des outils en phase avec nos réalités socioculturelles. Et vous entendez parler de souveraineté économique, souveraineté alimentaire, souveraineté monétaire. Sur le plan de la gouvernance, nous devons avoir une sorte de souveraineté d'instruments de mesure de la gouvernance. C'est ça qui a motivé le COSC à aller en collaboration avec l'ambassade de la Grande-Bretagne pour un comité de veille pour achever d'ici 2026 le pont de Rosso qui doit relier le Sénégal et la Mauritanie est mis sur pied. L'annonce est du Premier ministre en visite en Mauritanie. Ousmane Sonko a souligné par ailleurs la fraternité et l'ancienneté des relations entre les deux pays qui jusque-là demeurent inébranlable. Cette visite du chef du gouvernement s'inscrit dans le cadre d'une série d'échanges entre les deux nations. Suivons ses propos au micro de Mansour Jassé. Monsieur le Premier ministre, cette séance de travail que j'ai l'honneur de co-présider avec vous ce matin se tient dans un contexte marqué par une intensification des relations bilatérales sénégalo-mauritaniennes sous l'impulsion de leurs excellences les présidents Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Mohamed Cheikh Ould Al-Ghazouani. En l'espace de 8 mois, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye s'est rendu à 3 reprises en Mauritanie et le président Mohamed Cheikh Ould Al-Ghazouani a effectué 2 déplacements à Dakar. Il y a également eu le premier forum économique sénégalo-mauritanien qui s'est tenu les 30 septembre et 1er octobre 2024 à Dakar avec la participation des ministres en charge de l'énergie ainsi que ceux de l'industrie. Ce forum a connu un franc succès tant par la qualité des échanges que par la pertinence des thématiques abordées qui ont porté sur des secteurs stratégiques comme l'énergie et les mines, l'agriculture et la transformation agricole. Il y a eu également la réunion interministérielle de coordination sur le GTA. Monsieur le Premier ministre,
me permettrait également d'évoquer le pont de Rosso dont la réalisation marquera une étape décisive dans la coopération entre les pays et renforcera l'intégration régionale. Le taux d'exécution actuel des travaux est de 30%. Il subsiste cependant de nombreux défis qu'il nous faudra encore relever pour nous assurer de la livraison de l'ouvrage au plus tard le 31 juillet 2026. Dans sa quête de transformation du système éducatif pour l'adapter à nos valeurs, le gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation nationale, a lancé la nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation NITE. Les nouvelles autorités veulent changer les orientations actuelles de l'école sénégalaise. Selon Abdourahmane Gueye, secrétaire général de l'UDEN, c'est un concept qui peut favoriser le développement des compétences civiques, morale et éthique de nos enfants. Il est au téléphone de Mansour Diassé. En réalité, c'est une bonne chose. Je crois que ce concept d'unité qui signifie la nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation, n'est-ce pas, et qui traduit en wolof un concept axé sur la transformation de l'éducation et qui met l'accent sur les valeurs humaines et la citoyenneté. Je crois que c'est à la limite un concept ou une initiative qui vise à réformer le système éducatif en y intégrant des approches qui favorisent le développement des compétences civiques, morales et éthiques des individus. Et ça, je crois que le peuple en a besoin. Vous n'êtes pas sans savoir que ce qui se passe présentement à travers les réseaux sociaux montre comment il y a une dégradation, en tout cas, de nos valeurs, du point de vue comportement, du point de vue vraiment de manque de civisme, d'un manque de morale et d'éthique. Et c'est pourquoi je crois que quand même nous ne pouvons qu'être preneurs par rapport à ça. Et c'est pourquoi même nous avons été conviés en amont. Nous avons participé à la... Oui, nous avons été en amont en tout cas de cette initiative. Nous avons participé à la conception et je crois que nous y avons fortement contribué en tant que parti syndical et avec les autres acteurs. C'est pourquoi nous estimons qu'aujourd'hui, quand même, nous ne pouvons que accompagner ce concept parce qu'on en a besoin. Je crois que chacun d'entre nous aujourd'hui, dans sa profondeur, quand même est en train de dire mais qu'est-ce qui se passe dans le Sénégal. Et je crois que avec ce renouveau, en tout cas, ou cette nouvelle démarche, on pourrait en tout cas espérer à revenir sur le passé. C'est pourquoi vraiment ce concept d'humanité qui sera multidimensionnel et englobant à la fois notre biologie, notre diversité culturelle, nos valeurs communes, notre histoire partagée et notre capacité à évoluer, à nous transformer et la bienvenue. De quel ministère dépendent les écoles privées de formation en santé? La réponse reste floue pour le collectif des écoles privées de formation en santé. Leur président reconduit lors de leur assemblée générale déclare qu'il n'a reçu aucune subvention venant de l'État du Sénégal. Le collectif réclame ainsi la tenue d'un conseil interministériel au plus vite pour une bonne formation des agents de santé. Abdoulaye Gaye, président du collectif sénégalais des chefs d'établissement privés de formation en santé, est au micro d'Astoso et d'Ousmane Bitey. Nous avons identifié des points forts au niveau de l'enseignement des sciences de la santé dans les écoles de formation en santé. Il y a également des points à améliorer. Déjà, il y a un plan stratégique. Nous allons consolider les acquis, parce qu'il y en a. Mais également, nous allons innover. Ouais, pour faire de ces écoles de formation également des écoles qui iront vers l'habilitation institutionnelle et vers l'accréditation. Mais je précise que les écoles de formation en santé, qui forment 80% des personnels de santé, c'est-à-dire les infirmiers, les sages-femmes et les assistants infirmiers, n'ont aucune subvention. Nous profitons également de cette occasion-là pour demander, parce que les écoles de formation en santé se trouvent dans une situation hybride. Nous sommes sous la tutelle de 3 ministères. Le ministère de l'enseignement supérieur, le ministère de la formation professionnelle et le ministère de la santé. D'ailleurs, donc cela montre l'importance que le ministère de la santé accorde aux écoles de formation en santé. Mais encore une fois, le concept a toujours demandé
qu'il y ait un conseil interministériel pour régler effectivement ce problème de tutelle au niveau des écoles de formation en santé. En prélude de la 145e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye Al-Mahdiou, prévu les 30 et 31 janvier 2025, le comité d'organisation et le gouverneur de Dakar se sont réunis hier pour discuter des dispositifs pris pour le bon déroulement de l'événement. Selon le gouverneur de Dakar, ces dispositions visent à assurer la sécurité des pèlerins et leurs biens matériels. Les propos de Ousmane Kane, gouverneur de Dakar, au micro de Ndella Ndiaye. C'est un événement qui va se dérouler les jeudis 30 et vendredi 31 janvier 2025 sur 3 localités différentes, Ngor, Yoff et Cambérène, ce qui entraînera forcément un étalement des interventions des services de l'État, ce qui fait peut-être la particularité de cette cérémonie. Il a été relevé quelques difficultés de coordination et de communication. Je voulais en finir avec ça pour insister sur l'importance de la coordination. Parce qu'au-delà des directives ou des mesures qui sont arrêtées avec le comité de suivi, avec ce CRD-là ou avec le comité, la réunion nationale, l'importance ou l'intérêt de la coordination, c'est d'assurer un peu au-delà de ces directives-là la souplesse et assurer une certaine sérénité dans la mise en œuvre de toutes ces mesures qui seront retenues. Donc, d'où l'intérêt d'insister sur ça. Et l'autre aspect, c'est le déficit de communication, qui, à mon avis, est un élément essentiel pour la réussite de toute activité humaine, n'est-ce pas? Donc, j'insiste auprès des services, des chefs de services territoriaux et auprès du comité, pour que cette coordination-là et cette communication-là soient de mise, n'est-ce pas? Ça nous permettra d'être efficaces dans la démarche, parce que nous poursuivons le même objectif, c'est la réussite de cet appel à sa 145e édition. À l'international, au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a à son tour réagi au discours d'Emmanuel Macron. Selon lui, les propos du président français expriment un manque de considération. Au Bénin, le chef d'état-major des forces armées béninoises convoque un conseil militaire extraordinaire après une attaque qui a coûté la vie à plusieurs militaires béninois. Enfin, à Los Angeles, plus de 15 000 pompiers restent mobilisés, même si les populations sont appelées à rejoindre leur domicile, suivant l'essentiel de l'actualité internationale avec Aïssatou Ba. Actualité internationale au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a répondu à son tour au discours d'Emmanuel Macron. Selon le chef de la junte burkinabé, le président français a insulté tous les Africains. Voilà comment ce monsieur voit l'Afrique, voit les Africains. Nous ne sommes pas des humains à ses yeux, a-t-il déclaré lors d'une cérémonie de présentation de vœux. Pour rappel, Emmanuel Macron avait traité d'ingratitude les chefs d'État africains. Lors de la conférence des ambassadeurs, il abordait la question sur le retrait des bases militaires françaises en Afrique. Un discours qui suscite jusqu'à présent de vives réactions. Au Mali, les autorités ont commencé à exécuter une ordonnance de saisie des stocks présents sur le site de Loulou Gunkoto, dans l'ouest du pays. Une ordonnance prise quelques jours auparavant, selon Barrick Gold, dans une communication interne destinée aux personnels locaux et consultée lundi par l'AFP. Les autorités ont envoyé un hélicoptère sur place le samedi pour effectuer la saisie, d'après un responsable sécuritaire qui s'exprimait sous le couvert de l'anonymat. Pour le moment, la quantité d'or saisie, le volume et la valeur sur place reste inconnue. Au Bénin, après l'attaque revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, qui a coûté la vie à plusieurs dizaines de soldats béninois dans la zone dite du Pont Triple, dans l'extrême nord du pays, aux confins des frontières avec le Niger, le chef d'état-major des forces armées béninoises, le général de division Fructueux Baguidi, a convié toute la hiérarchie militaire du pays à un conseil militaire extraordinaire ce lundi 13 janvier à Cotonou.
Selon les informations, le bilan de cette attaque s'alourdit. Il passe de 28 à 30 soldats tués. Enfin, aux États-Unis, à Los Angeles, les pompiers continuent de progresser dans leur lutte contre les incendies qui ravagent la région. Dans certains quartiers, comme à Pasadena, les autorités ont informé les habitants qu'ils pouvaient regagner leur domicile. Cependant, cette autorisation reste limitée et ne concerne pas les zones les plus sinistrées. Près de 15 000 pompiers restent mobilisés, prêts à intervenir face à de nouveaux départs de feu. La vigilance demeure élevée, alors que le service météo de Los Angeles a émis une alerte maximale en raison de conditions extrêmement dangereuses, aggravées par des vents violents. Merci à Aïssa Touba pour ce tour d'actualité internationale qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programmes en compagnie de GTV. Bonsoir.